Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Sylvie Elengue-Niembo. Je suis doctorante à l'IFASIC, où je suis chef de travaux actuellement. Je me prépare pour une thèse de doctorat qui va être à venir dans les prochaines années. C'est vrai, c'est des études longues, mais agréables, parce qu'on ne cesse d'apprendre au jour le jour, n'est-ce pas? Quant à mes activités, je me définis comme étant une activiste des droits humains. Je suis une activiste de la première heure. J'ai été l'une des fondatrices, donc j'ai été cofondateur de l'Azado. Au mois de février 2021, l'Azado totalisera 30 ans. C'est vraiment un grand bonheur de voir que cette institution que nous avons créée, cette organisation qui est un grand pilier à la démocratie chez nous, continue de croître au-delà même des fondateurs. Et je ne cesse de le répéter, ça aura été l'une des grandes réalisations à laquelle j'ai participé dans ma vie. Parce que c'est une réalisation qui aujourd'hui soutient le pays sur les aspects des questions démocratiques, des questions des droits humains en général. J'ai également été, et je continue de l'être, une grande activiste dans les mouvements associatifs féminins. J'ai beaucoup œuvré sur les questions liées aux violences sexuelles, aux questions de développement en général. Donc tout ce qui touche à la femme touche au développement. Et donc c'est un tout petit peu ça mon parcours. Et bien je suis également, comme je l'ai dit à l'entrée, au début de cette interview, chef de travail à l'IFASIC que j'enseigne. Les activités de l'économie informelle soutiennent réellement l'économie nationale. Ça, on ne va pas se le cacher, puisque lorsqu'on regarde nos marchés, on regarde la vie, comment est-ce qu'elle se vit dans nos cités et quartiers, on sent vraiment qu'il y a un dynamisme à capitaliser à travers toutes ces énergies qui sont debout tôt le matin, déjà vers 4h30 du matin. On voit les femmes aller braver l'insécurité pour aller prendre le pain que nous consommons tous les matins. On voit des jeunes faire des kilomètres à pied, quitter la Tchangou pour venir vers le marché central. On voit des jeunes femmes circuler à longueur de journée, bravant des intempéries, marchant sur des kilomètres pour venir nous proposer qui des biens de consommation courante, qui des services. Tout cela, c'est ce qu'on appelle l'économie informelle. C'est toutes ces activités économiques qui échappent au contrôle de l'État. Et c'est des activités qui, je dis, soutiennent en quelque sorte l'économie nationale parce qu'elle fait vivre les populations, elle fait circuler de l'argent d'une main à une autre, ainsi de suite. Mais je considère que c'est toujours des ressources que l'État n'a pas su jusque-là, n'a pas su capitaliser, n'a pas su maîtriser. Pourquoi? Parce que tant que l'économie informelle ne va pas basculer dans le formel, l'État n'aura pas la main mise sur beaucoup de ressources qui sont, pour certaines, thésaurisées, donc gardées dans les maisons, pour d'autres, circulent dans les mains des gens et qui échappent au contrôle de l'État. C'est vrai, pour nourrir les populations, je dirais que l'économie informelle soutient l'économie nationale, mais dans la norme, l'État congolais ne gère pas, n'arrive pas à capitaliser, à maîtriser toute cette masse d'énergie, de ressources qui circulent dans les mains des gens et qui auraient pu, si bien canalisées, accompagner, être versées dans l'économie formelle pour que réellement on puisse se dire l'apport de tous ces groupes de gens qui œuvrent en marge de l'économie formelle est d'autant. Aujourd'hui, personne ne peut le dire. Parce qu'il naît tous les jours une activité. Il naît tous les jours une activité. Et c'est des activités de survie, mais que personne ne maîtrise. C'est vrai, il y a des études qui de plus en plus tentent de nous dire
dans tel domaine on peut remarquer tel phénomène, dans tel domaine il y a tel groupe qui agit, mais le lendemain, d'autres se lèvent, d'autres gens viennent avec des nouvelles idées pour s'en sortir. Le mécanisme de transition est possible. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut le souhaiter. Je donne des exemples. Aujourd'hui, une femme qui connaît un accident, une femme qui évolue dans le monde de l'économie informelle, connaît un accident, auprès de qui va-t-elle avoir recours? Personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'assurance, son activité n'est pas répertoriée ni reconnue au niveau de l'État, donc elle est seule face à ce problème qu'elle connaît. Or, si cette activité était reconnue, rangée, classée dans l'économie formelle, eh bien, il y a tout un mécanisme qui existe. Tous les documents que l'on doit obtenir pour exercer une activité économique formelle, eh bien, à l'intérieur, il y a d'autres mécanismes qui permettent à ce que l'on puisse rentrer dans ses droits en cas de sinistre. Mais il y a des possibilités aujourd'hui qui nous sont données à travers la loi. Par exemple, avec la CNSS, l'ancienne INSS. Aujourd'hui, tout individu peut également s'assurer. Donc, on est dans l'économie informelle, mais on a des possibilités de rentrer dans une certaine mesure dans le formel en s'affiliant, par exemple, en tant qu'individu à la CNSS. Je ne fais pas leur publicité. J'ai assisté à des séminaires où l'on présentait cette nouvelle version, mais c'est des manières qui, petit à petit, permettent à ce que tous ceux qui sont en marge de tout ce qui est officiel puissent revenir, rentrer dans l'officiel et bénéficier des avantages de la loi. Alors, l'État congolais devrait également faire un effort de compréhension, de se dire que c'est des populations à revenus faibles, à revenus modestes, que l'on prenne des lois d'accompagnement qui permettent à ce que ces personnes puissent progressivement basculer dans le formel, mais avec des conditions plutôt souples. Parce qu'une personne qui vend le pain, qui est dans l'économie informelle, on ne va pas l'opposer les mêmes critères que quelqu'un qui a une boulangerie, qui est dans le formel. Donc il faudrait un accompagnement qui tienne compte des plus faibles. Mais je sais qu'à travers le ministère des PME, ce ministère a tout un programme qui encadre les personnes qui sont dans l'informel pour leur permettre progressivement de basculer dans le formel. Et même tout ce que l'État congolais ratifie, comme par exemple les 12 domaines de Beijing, l'intervention de Beijing, eh ben, on encourageait à ce que les femmes puissent basculer dans le formel. Donc il y a comme ça des mécanismes et même des cadres légaux que nous avons, dans lesquels nous nous sommes inscrits en tant que pays, qui peuvent aider les femmes, qui peuvent aider les jeunes, qui peuvent aider les hommes qui sont en marge de la loi par rapport à leur activité économique, petit à petit de basculer dans le formel. Parce que le formel offre plus de garanties et d'opportunités que de rester dans un monde virtuel où tout peut basculer à tout moment. N'est-ce pas? Il arrive quelquefois, l'on dit, on va déloger tous les petits vendeurs de nos rues parce que les rues se rétrécissent, les véhicules n'arrivent plus à passer, il y a des accidents mortels parce que ces gens pratiquement vendent sur les chaussées. Mais c'est des risques. Or, si l'on était connu et que l'on avait une place, une boutique où l'on pose ses affaires, ses marchandises, eh bien tous ces aléas-là, on ne les connaîtrait pas. Donc il faut tout un accompagnement, mais je sais que le ministère des PME existe et qui accompagne les petites et moyennes entreprises, qui accompagne l'artisanat, et à l'intérieur, il y a toute une réflexion qui est menée pour soutenir les activités, les personnes qui œuvrent dans le milieu informel. En tout cas, c'est de dire, je lui accorde tout mon soutien dans ce qu'elle fait, parce que d'abord on a une première dame active, instruite,
qui s'intéresse aux gens, qui s'intéresse au monde culturel, à l'éducation, qui veut promouvoir l'excellence. En tout cas, nous ne pouvons que saluer cela et lui souhaiter bonne chance. Et nous concernant, s'il faut vraiment à une échelle très petite, parce qu'elle agit au niveau national, dans ce que nous faisons au quotidien, eh bien, nous nous inscrivons dans ce qu'elle fait. Parce que enseigner, encadrer les jeunes, c'est ce que nous faisons, et bien ça s'inscrit également un peu dans cette vision. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, l'on sent beaucoup de jeunes qui terminent le secondaire se battent pour obtenir des meilleurs pourcentages et espérer accéder à la bourse Excellencia. Il y avait comme une sorte de léthargie. Les jeunes n'avaient pas perdu l'espoir, mais ils se disaient, bon, c'est la routine, j'aurai un diplôme et puis. Mais de plus en plus, on sent que des jeunes de Mwanda ont pu aller à l'extérieur. Ça, j'ai appris. Une jeune dame de Mwanda qui a obtenu de bons pourcentages, qui a passé tous les tests ici à la Maison de France et qui a pu obtenir son visa pour d'études. On parle des jeunes de l'Est, de Kisangani. D'ailleurs, je vous dis, ça ne peut que créer l'émulation. Et donc, tout ce qui va dans ce sens-là, dites-vous bien que nous nous soutenons. Donc, ça ne peut que apporter un plus dans la société. Par rapport aux femmes, Congo féminin, j'ai suivi des extraits sur Internet. Cela s'inscrit également dans ce que nous faisons, donner à la femme de l'espace, montrer que les femmes ont agi dans ce pays, montrer que les femmes ont réalisé de grandes choses aux côtés des hommes. Ce sont des histoires oubliées, ce sont des histoires méconnues. Ces femmes, après, avec la force de l'âge, tombent dans l'oubli, mais aujourd'hui, on réveille tout ce monde. 60 ans d'indépendance, on nous montre qu'il y a des femmes qui ont œuvré pour que ce pays soit ce qu'il est, chacune dans son domaine. En tout cas, pour moi, valoriser les autres, c'est toujours dans l'esprit de créer l'émulation et permettre à ceux que les plus jeunes qui voient ces grandes dames, et peut-être des dames qui sont grandes mais qui sont dans l'anonymat total, et bien qu'on réveille, les plus jeunes vont se dire pourquoi pas moi dans mon domaine j'excellerai pour qu'un jour mon nom, le nom de ma famille soit inscrit quelque part dans un livre du Congo, n'est-ce pas? C'est le rêve de tout le monde d'être reconnu, et si cela est fait de cette manière, en tout cas, c'est très bien. Donc, en fait, pour moi, il y a une marge. Une femme politique, c'est celle qui est présente dans les institutions. C'est celle qui est membre des partis politiques. C'est celle qui donne son avis selon sa tendance politique sur la gestion du pays, la res publica, et qui cherche à ce que la gestion du pays aille dans le sens choisi par son parti, par son courant politique, n'est-ce pas? Tandis qu'une femme qui œuvre dans le monde économique, qui n'a pas agi en politique, c'est vrai, on nous dit que la politique nous gère, qu'on le veuille ou non, mais une femme qui est dans le milieu économique, eh bien, elle s'occupe des activités génératrices de revenus, n'est-ce pas, qui permettent à ce que le pays fonctionne également, mais ces activités-là n'ont pas d'incidence politique, n'ont pas de couleur politique. Donc aujourd'hui, une femme X qui vend du pain, elle peut circuler de porte à porte pour proposer son produit sans se poser la question de savoir est-ce que la porte 1A est de quelle couleur. On vous dit cette famille-là est de couleur rouge. Eh bien, comme ils sont du parti rouge, je leur vends du pain. La porte B, ainsi de suite, elle vend son pain à tout le monde. Mais une femme qui est en politique, toutes ses actions sont pensées et ne sont pas innocentes. Parce que lorsqu'on agit en politique, l'objectif c'est l'atteinte du pouvoir, c'est-à-dire gérer le pays, gérer les institutions, être influent quelque part
et influencer le cours normal des choses selon les tendances et les choix que l'on a fait sur le plan politique. Tandis qu'en économie, non. L'économie, c'est ceux qui agissent au quotidien dans le secteur économique, qui nous vendent des produits ou qui sont des grands opérateurs économiques qui agissent au niveau national, des grands commerçants et tout ça, et qui n'ont peut-être pas choisi de mettre les pieds en politique. Et là, je pense que ces personnes-là sont plus indépendantes, plus libres, parce que lorsqu'on les voit, elles ont la possibilité d'agir, d'aller vers tout le monde sans que cela ne puisse poser problème. Tandis qu'en politique, une fois qu'on met les pieds dedans, toutes vos actions, même les plus simples, sont perçues par les autres comme des actions. En fait, il y a toujours quelque chose de caché. Alors que quelquefois, on peut agir en politique, on peut faire des choses sans attendre en retour une rétribution quelconque. Mais une fois que vous êtes en politique, vous êtes marqué. Tandis que dans le monde économique, vous êtes dans l'anonymat, vous proposez vos biens, vous proposez vos services sans que l'on vous mette une couleur dessus. Toujours choisir celles qui sont connues. Prenez toutes ces anonymes qui ont des choses, de belles histoires à nous raconter et que l'on n'entend peut-être jamais. Et c'est l'occasion de dire, ne restez pas dans vos bureaux, posez des questions à ces mamans qui sont dans la rue, à ces messieurs qui circulent à pied à longueur de journée, connaître quels sont leurs challenges quotidiens lorsqu'ils ont des activités à mener, ainsi de suite. On en apprend beaucoup des autres que de rester, de choisir des personnes dont les parcours sont déjà visibles, connus. Et là, on se demande qu'est-ce qu'on a encore à tirer. Parce que ce sont les mêmes personnes que vous interviewez, que d'autres interviewent aussi, n'est-ce pas? Donc, essayez de prendre aussi des anonymes. On en apprendra toujours un peu plus des autres. Merci. Merci.